Hello Étienne. Hello. Ah, il était pas prêt. Ça fonctionne? Salut, moi c'est Vincent, le fondateur de First Stage et du coup de Réseau Pointé. Dans ce podcast, on va parler de confiance en soi, de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et surtout quels sont les bons tips pour diffuser sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'éviter d'avoir un zéro pointé et d'être bon sur Réseau Pointé. Salut Étienne. Salut Vincent. Trop cool de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler de toi personnellement, sur comment est-ce qu'on est arrivé sur Gento, et après Gento, et la suite, aussi comment on investit et qu'est-ce que tu as fait comme différentes activités d'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement ton profil et comment tu en es arrivé à monter cette boîte? Ouais, merci de me recevoir déjà et avec grand plaisir pour en discuter avec toi. Moi, j'ai démarré ma boîte en 2016, mais en fait, ce que je dis régulièrement, c'est que j'ai pris énormément de temps avant d'en arriver à là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'entreprends depuis facilement 10 ans. C'est-à-dire que j'ai vraiment commencé à bosser moi en 2000, je sais même plus la date, non, si en 2006, Okay. j'avais 16 ans. Donc j'ai fait pas mal de petits boulots pendant mes études. Je fais une école de commerce. Je suis parti à l'étranger pendant 3 ans. Et ensuite, quand je suis rentré en France en 2014, j'ai travaillé 2 ans pour une société qui faisait également de la publicité. Et j'ai monté ma boîte Junto en 2016. Ok, donc quasiment 10 ans, on va dire, d'entrepreneuriat avant Gento. Tout à fait. J'ai cherché pendant très longtemps ce que je voulais faire, ce qui payait, où le marché allait. Et j'ai essayé de me professionnaliser au fur et à mesure. J'ai fait du babysitting, j'ai fait la plonge, j'ai fait caissier par exemple. Donc j'ai fait différents types d'activités avant en fait, de vraiment trouver ma voie. Et en parallèle, je faisais mes études, mais je ne savais pas exactement quel débouché j'allais pouvoir avoir à la suite de mes études. Et donc j'ai toujours essayé de comprendre ce que j'allais pouvoir faire en fait. Ouais, c'est pertinent ce que tu dis, parce qu'on a certains clients en marketing, c'est clair qu'on fait du babysitting et caissier en même temps. Tout à fait, ouais. Ouais. Et tu penses que tous tes voyages et les expériences comme ça t'a appris quoi? Enfin, qu'est-ce que t'en as retiré et en quoi ça t'a permis d'évoluer par la suite? Je pense que les voyages, vraiment, ça te permet de voir différents modèles, différents mindsets, différents business, différents écosystèmes économiques, sociétaux, etc. Et donc, ça apporte une richesse de dingue, je pense, lorsque tu veux, derrière toi, entreprendre, lorsque tu veux créer quelque chose, ça donne, je pense, la latitude de faire confiance à tes idées et de peut-être investir différemment dans des choses où peut-être que sans cet autre contexte, tu serais peut-être pas allé dans cette direction-là. Donc je pense que ça apporte énormément de richesse et c'est même difficile d'expliquer tous les cas d'usage, on va dire, que ça apporte. Et quand tu dis faire confiance à ses idées, c'est-à-dire parce que on parle de confiance en soi ou des idées que tu peux avoir et te dire c'est celle-là qu'il faut développer? Je pense de confiance en soi davantage. Moi, j'ai un background assez américain de par ma mère. J'ai beaucoup été aux US dans mon enfance. Et en fait, c'est vrai qu'en termes d'état d'esprit, on est sur quelque chose qui est assez différent de l'Europe, je pense, et de la France. Donc il y a des avantages et des inconvénients, mais je pense que une des choses, c'est la méthode de notation, par exemple, des élèves là-bas, qui est très différente de notre méthode de notation en France et d'évaluation. Je pense qu'en France, parfois, on peut s'auto-brider, je pense, là où une culture plus anglo-saxonne va aller droit au but, ils vont oser, ils vont essayer, ils vont peut-être être plus rapidement ou facilement récompensés, alors que peut-être que ce qu'ils ont fait n'est pas au niveau de ce qu'on pense, de ce qu'on fait en Europe. Mais en tout cas, ils y vont. Et donc, je pense que ça m'a également apporté ce petit côté audacieux qui est nécessaire, je pense, pour démarrer en tout cas. Et le fait de voyager, justement, de se confronter à, on va dire, sortir de sa zone de confort, ça tu le retrouves au quotidien dans la gestion de ton entreprise? Ouais, à fond, à fond. Ça m'a sorti de ma zone de confort, mais et en fait, je me suis retrouvé, moi, quand j'ai monté Junto, j'ai eu l'impression qu'il y avait un capot ou un couvercle qui s'était vraiment. J'avais soulevé le couvercle, en fait. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il n'y a que toi, tu as toute la responsabilité. Alors, tu prends une responsabilité énorme sur tes épaules très rapidement, mais en revanche, c'est game on, il n'y a que toi. Donc, c'est clair que ouais. Ça m'a vraiment challengé à fond dans mes retranchements et toujours et ça le fait toujours et c'est pas toujours évident à vivre non plus hein. Et tu continues de voyager? À fond, ouais.
J'essaie de voyager très régulièrement pour le business, mais aussi pour voir des choses différentes. J'adore aller justement dans des endroits où je suis pas à l'aise. Et donc j'aimerais beaucoup, par exemple, faire des endroits un peu dangereux. J'en ai fait, entre guillemets, quelques-uns, mais pas assez dangereux à mon goût, donc j'aimerais poursuivre ça. Bah, on peut peut-être organiser un truc avec Stanislas Gros. Ah ouais, avec plaisir. Pour Franchement, Explora ce serait... Project. Ah ouais, j'adorerais. Ouais, franchement, ouais. Tu vois, on se fait un docu, Gento, Étienne Elkouf. J'adorerais. Non, parce qu'en fait, souvent, tu te rends compte que, effectivement, t'as pas la bonne perception des choses. Et c'est une richesse énorme, vraiment, de voyager, de rencontrer des personnes. Donc, je pense que derrière, ça te permet aussi d'avoir un meilleur relationnel et plus de recul sur ton propre pays, sur tes amis, sur tes clients. Donc, je pense que c'est hyper important. Ouais, et puis c'est changer de référentiel aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses où tu te dis, putain, on n'est pas assez gâté. Tu te rends compte que c'est extraordinaire, et d'autres où tu te dis, il n'y a pas de problème, en fait, il y a des vrais soucis. Clairement. Donc, ça te permet de changer là-dessus. Et comment t'en es arrivé à créer Gento et d'où vient le nom? Parce que tu me l'as raconté tout à l'heure. En fait, c'est plus par ce que je dis régulièrement, c'est que c'est plus par logique d'entrepreneuriat, c'est plus via l'entrepreneuriat où j'ai monté différents projets, différentes boîtes. Justement, j'ai l'impression d'avoir entrepris pendant 10 ans, où je me suis posé la question justement de comment se développer. Et finalement, j'ai commencé à jouer un petit peu avec le SEO à la base, sur mon premier site. Déjà créé un site, en fait. J'ai installé un serveur. C'est une boîte de recrutement que j'avais montée quand j'étais à Bangkok à l'époque. Et en fait, sur cette boîte, j'ai travaillé avec une agence web pour créer mon site. Le premier site était catastrophique, ça m'a coûté un bras et je me suis rendu compte que WordPress était bien mieux et j'ai tout mis à la poubelle et j'avais plus d'argent, etc. Mais en fait, je créais des articles, je créais des job descriptions et en fait, ça me ramenait du trafic. On parle de quand là? On parle de 2012-2013, je dirais. Et c'est là où je me suis aperçu, et j'avais un ami aussi qui faisait du e-commerce et qui avait des centaines, voire des milliers d'utilisateurs sur son site tous les jours et qui achetait. Et j'ai trouvé ça fabuleux en fait. Je me suis dit, mais c'est dingue, tous ces gens qui sont sur Analytics et qui achètent. Et dès qu'il y avait une vente, on criait vente et tout. On avait 20 ans et c'était la folie. Et du coup, en fait, via ça, je me suis dit, en fait, ça m'a un petit peu pareil. Je pense que pareil, c'est une autre étape qui m'a un peu. J'ai soulevé le capot où je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment du monde. Dans ce monde, entre guillemets, il y a vraiment beaucoup de gens qui achètent beaucoup de choses et tout se passe en ligne. Donc ça m'a donné vraiment envie de creuser cet aspect développement d'audience en ligne et marketing. Alors que lors de mes études, tu me parlais marketing, je décrochais totalement. Tu me parlais SWOT, tu me parlais positionnement, tu me parlais audience. C'est pas pour moi, j'étais finance, corporate finance, etc. Je lisais le Verniman, une bible de la finance. Et j'étais à fond dans la finance. J'étais à deux doigts de me faire prendre chez KPMG Luxembourg à un moment donné. J'étais passé juste à côté des entretiens, mais j'étais pas du tout dans la même lignée, quoi. Et qu'est-ce qui fait que tu as changé de bateau? Du coup, j'ai monté cette première boîte donc en Asie et je suis rentré en France en fait. Et j'ai rencontré un ami qui travaillait dans une agence en fait à l'époque qui était spécialisée sur la partie ads Google. Et c'était des anciens de chez Google qui avaient monté ça. Okay. Ils étaient une dizaine. Ça se développait hyper rapidement. Ils avaient des super références clients. Et il m'a dit, il a regardé le travail que j'avais fait sur mon site. Et en fait, il s'est dit, mais en fait, tu as exactement le profil qu'on recherche. Tu as déjà compris, tu as déjà monté un site, tu comprends les logiques d'audience, tu comprends pas mal de choses techniques sur les sites, sur le ciblage. Donc, en fait, viens bosser avec nous, quoi. Et donc, j'ai commencé, et moi, je me suis dit, bon, c'est le next level de ce que je faisais, parce que là, c'était des vrais budgets, en fait. Ils investissaient des dizaines de milliers d'euros par jour, et j'étais là... moi, je suis là en train de créer mes petits job descriptions, tu vois, avec 200, enfin, avec aucun budget. Je me suis dit, non, il faut que j'apprenne ça, parce que ça m'a l'air hyper intéressant, quoi. Et donc oui, c'était comment j'ai créé Gento. Et donc après, moi, j'ai bossé là-bas pendant 2 ans. Je fais 1 an de gestion de compte et 1 an de plutôt sales. En fait, dès le début, en fait, c'est vrai que moi, j'ai plus un profil, je pense, commercial à la base. Je suis pas un founder sales. Et dès le début, en fait, ça m'a un peu challengé ce job parce que j'étais sur Excel toute la journée à regarder des chiffres, à travailler sur des macros avec des personnes qui étaient assez analytics. Donc au début, j'avais beaucoup d'appréhension pour ce job et je pense que toutes les personnes qui arrivent dans ce métier d'ailleurs ont beaucoup d'appréhension au début parce que c'est très chiffré au final.
Et ça peut faire peur quand c'est pas forcément ton background, tu vois, d'être analyste par exemple. Ouais, bah, ça a créé le poste de data analyst. Hein. Ouais, exactement. Criteo, etc. Ils ont cartonné quand Ouais. t'as commencé à avoir toutes ces agences qui se levaient. Ouais, clairement. Et donc j'ai toujours, mais j'avais envie de faire venir de la clientèle et d'être commissionné. Encore une fois, je pense que tu reviens un peu à la logique de performance. En fait, j'avais envie d'être responsable de ma propre performance et de ma propre croissance, on va dire, financière et on va dire et mon propre développement. J'aime pas être capé en fait. Et donc, voilà, j'aime bien toujours un peu soulever ce couvercle. Et donc, j'ai très rapidement été sur la fonction commerciale. J'ai fait rentrer des beaux comptes. Au bout d'un moment, j'ai appris à vendre sur ce métier-là, la vente B2B. Et en fait, cette boîte a été revendue à Solocal, Page Jaune. Ok. Et je suis parti à ce moment-là parce que le projet était un petit peu différent, dans le sens où ça devenait ce qu'on appelle de la régie locale. Donc, ils ont travaillé sur un produit automatisé pour les commerçants locaux. Et c'était d'autres logiques de développement commercial, plutôt développer des réseaux de franchise, typiquement, mais avec des discussions plus d'automatisation à grande échelle sur des comptes assez peu matures au niveau du digital. Et moi, j'avais envie de continuer à conseiller de manière personnalisée des gros comptes. Donc c'est pour ça que je suis parti. Mais à la base, je ne pensais pas du tout créer Junto. J'étais parti sur un projet dans le sport. Et finalement, c'est que j'avais fait quelques conférences à l'époque auprès de The Family. Parce que j'étais le seul à parler anglais. Ils avaient tout switché en anglais. Donc j'avais levé la main. Je suis chaud pour faire une conférence. Et j'avais finalement créé un réseau dans l'univers startup français en 2015 du coup. Ok. Et des boîtes m'ont appelé en fait dès le début. J'ai été appelé, j'ai fait 2-3 soirées networking et j'ai reçu un coup de fil à un moment donné d'un de mes premiers clients qui se reconnaîtra et que je ne nommerai pas et finalement qui est une énorme société d'e-commerce. Ok. Et du coup qui m'appelle de nulle part et qui me dit j'ai entendu parler de toi, faut qu'on se rencontre. Et ça a été un de mes premiers clients à me faire confiance. Et de là, finalement, j'ai développé. Donc, c'est plutôt arrivé comme ça que via une idée précise de me dire je vais faire, je connais ce secteur-là, je vais y aller. C'était plus, j'avais développé un réseau finalement. Et donc, ça s'est fait un petit peu naturellement par la suite. En fait. Donc par tes compétences, et derrière, tu as dû facturer parce que les clients sont venus de toi. C'est ça. Trop cool. C'est ça. Et aujourd'hui, Gento, t'en es où? Comment est-ce que tu drives? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, Et le nom? D'où est-ce qu'il vient? Ouais. Donc le nom, il vient d'un groupe de pensée qui avait été fondé par Benjamin Franklin aux États-Unis, qui s'appelait, je crois, El Junto ou Leather Apron Club. Donc c'était un groupe de pensée avec des industrialistes et des hommes clés du moment qui se réunissaient régulièrement pour discuter des idées sociales. Donc j'ai beaucoup aimé le concept et je me suis dit ça matche bien. Et aussi, c'est un clin d'œil aussi en espagnol à ensemble et donc à la publicité sociale, notamment au début. Donc, certaines personnes se demandent est-ce qu'on dit junto ou junto, et je leur dis régulièrement c'est comme vous le souhaitez, ça dépend également d'où vous venez, etc. Mais on dit junto davantage. Voilà. Ok, trop cool. Et la part de l'humain, parce que là, dans tout ce que tu m'as raconté, chacune des étapes que tu as eues jusqu'à aujourd'hui, c'est drivé par des rencontres, par des humains. Comment ça se passe au sein de ta boîte et comment est-ce que tu as fait pour avoir une croissance pareille, et notamment sur les recrutements? Je pense qu'il y a des petits tips que tu as tirés de ta première boîte. En fait, même pas sur la première boîte, je pense que c'est... au début, je recrutais ultra mal, c'est-à-dire que c'était vraiment du feeling. J'ai fait quelques erreurs également. Voilà, c'est normal, je pense, au début, mais en tout cas, j'ai fait confiance très tôt plutôt à des amis, en fait, à la base, à de la famille et des amis que je connaissais et que j'ai formé moi-même au métier. Okay. Donc ça s'est plus fait comme ça au feeling avec des gens que je connaissais. Ouais. Ça a été plus ça au démarrage de Junto. Et puis après, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 6 mois à peu près, je dirais 1 an après vraiment le début de la boîte, en fait j'ai créé la boîte en octobre 2016, j'ai eu le premier salarié en mars 2017 et j'ai eu 2 stagiaires derrière dans la foulée. Et en fait, en décembre, janvier, je recrutais l'actuel CEO qui s'appelle Raphaël Lecor. Et donc, ça a été le 3e à arriver. Et en fait, il venait de chez Google. Et à ce moment-là, moi, je pense que j'ai su, et lui aussi, tirer parti de la relation qu'on avait, de l'opportunité qu'on avait. Lui, il aurait pu se dire, mais d'ailleurs, il se l'est dit, hein, c'est quoi ce gars qui j'avais même pas de présentation. Enfin, j'envoyais des mails à des gens et j'avais quelques clients, mais c'était assez osé de sa part quand même, venant de chez Google.
Et donc on s'est mis d'accord sur un salaire. Moi j'ai pris un risque vraiment à ce moment-là, en fait, où je me suis dit, bon bah c'est une personne qu'il me faut. Et de là, en fait, on a vraiment accéléré, notamment avec lui, sur la structuration de la société. Et après, je pense que c'est un mélange de pas mal de choses. C'est dur de vraiment mettre le doigt sur un élément précis qui a fait que ça a fonctionné. Moi, je suis très focus sales et market quand même. Vraiment, mon focus quotidien, c'est de réussir à faire en sorte que je puisse faire entrer des clients, proposer des clients intéressants aux consultants, réussir à aller chercher des projets intéressants. Donc ça, je suis hyper focus là-dessus. Et donc je pense qu'à chaque fois, j'ai réussi à mettre en place des stratégies qui me permettaient de réaliser ça. Là où Raphaël a beaucoup géré la production, les opérations. Ouais, c'est ton COO en même temps que Ouais, ton CEO. bah, c'était le COO en fait. Ok. C'était le CEO à la base. Il est passé CEO l'année dernière. Mais effectivement, c'était comme ça qu'on s'est... Donc, parce que j'ai pas de cofondeur, mais Raphaël, c'était vraiment comme mon Ouais, bras droit c'était ma finalement. question. Donc Ouais. du coup, il a pas de part, mais direct, vous avez bossé de la même façon que Ouais. si vous étiez associé. Ouais, totalement. Donc ça a été vraiment une vraie force dans le développement. Et après, je pense que ça a été plein de petites choses. Effectivement, une audace sur certains recrutements. Ça a été beaucoup de... Quand tu dis audace sur certains recrutements, c'est-à-dire c'est de se dire, en fait, il faut toujours réussir à imaginer. Au début, c'est difficile. En fait, ce qui est le plus difficile, c'est quand tu es une petite structure et que tu as besoin de faire un pari sur quelqu'un à 6 mois, parce que tu sais que ça prend 3 mois à former minimum ou 6 mois, et que tu n'as pas forcément la trésor pour voir venir. C'est vraiment un pari, quoi. Donc tu te dis, bon, bah, ça va le faire, je vais réussir à continuer à servir mes clients, parce qu'en fait, tu es un peu au four au moulin, quoi. Tu dois recruter, former, sales, vendre, pardon, en français. Donc tu dois un petit peu tout faire, et tu mises sur le futur, mais tu sais vraiment pas ce que ça va donner. En plus, t'es quand même, dans la publicité, tu es quand même sur un secteur qui est assez mouvant, assez instable. C'est des budgets, il faut avoir du ROI pour tes clients, donc c'est dur de combiner le tout. Et souvent, t'oses pas y aller. Donc il y a beaucoup de sociétés qui restent un petit peu, je pense, bloquées à ce niveau-là, parce qu'elles ont du mal parfois à faire le move qu'il faut pour dire, bon, bah là, je capitalise sur une personne, et tu te foires la plupart du temps, en fait. Donc c'est vraiment réussir à le faire si souvent et si fort que même si tu te foires 9 fois sur 10, bah, il y en a une fois qui réussit, et c'est un peu comme l'investissement VC, quoi, j'ai envie de te dire. Donc je pense que ça a été ça, moi, la capacité à me dire, bon, bah, y a pas je mets pas de filtre, j'y vais et on verra bien, quoi. Et tu réinvestis tout ce que tu as aussi dans la croissance et dans les gens. Donc ça a été ça pendant au moins 4 ans, je pense. Au moins 4 ans d'être ultra bold, ultra audacieux sur des recrutements, sur du marketing, sur des éléments de structuration. Et voilà, et avec le recul, je me dis c'était quand même, c'était quand même assez osé, quoi. Et tu penses que ce mindset, tu le tires du côté américain? Je pense, ouais, je pense. Après, je pense que c'est un... Ouais, si, c'est sûr. C'est sûr. Non, c'est plus de ma maman, ouais, effectivement, je pense. Ouais. Et dans la culture de ta boîte Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que d'un côté, oui, mais d'un autre côté, j'ai toujours été comme ça, même petit, en fait. Je sais pas, en fait, j'ai un côté où moi, j'aurais pu mal tourner, je pense. J'aurais pu tourner... tu vois, à un moment donné, pendant les études, c'était difficile, en fait. Je me suis posé pas mal de questions, et j'étais... tu vois, à la limite de, je sais pas, voilà, de sécher les cours, de partir mal, en fait, parce que j'avais ce côté très impatient de vouloir faire les choses, d'avoir l'impression d'être bloqué là où j'étais, et j'ai toujours essayé de remonter, on va dire. J'ai toujours voulu, voilà, lever la main, décrire des situations. Moi, c'est surtout les situations d'injustice qui me blessent fortement. Lorsque je sais pas, t'es dans un cours où t'es jugé, en fait, j'ai toujours été un peu la tête qui ressort un peu. Avec le recul, je me rends compte de ça, en fait. Tu vois, donc, et ça a toujours été ça, et je sais pas vraiment l'expliquer, en fait. Et du coup, dans la structure de ta boîte, de ce que je comprends avec Raphaël, toi, ça te permet d'avoir la tête à l'extérieur, donc t'éclater et avancer, et être sûr que ça fonctionne derrière, ou tu fonctionnes comme c'est pas si on va dire segmenté que ça. C'est-à-dire que j'ai aujourd'hui quand même toujours beaucoup la tête tournée vers... Enfin, j'ai les deux, en fait, tournée vers l'extérieur, mais aussi que j'essaye bien sûr beaucoup plus qu'il y a quelques années, mais je suis quand même très très focus également sur nos clients. Donc je suis beaucoup de clients. Je suis finalement, en fait, aujourd'hui, je pense que je suis le meilleur ambassadeur de Junto également,
Donc je vois beaucoup de nos clients, j'aime bien connaître ce qui se passe sur le terrain, voir les retours clients, connaître les offres qu'il faut qu'on sorte, connaître le marché. Donc je suis quand même très très branché interne. Mais c'est d'ailleurs ça qui est difficile, c'est de jouer sur les deux tableaux. Mais je pense que c'est indispensable en fait avec le recul. Et même maintenant, je dis aux équipes, je pense qu'à un moment donné, moi j'avais un peu un doute entre est-ce que je dois travailler dans Junto ou à l'extérieur de Junto pour porter la vision message. et porter Junto. Et finalement, je me rends compte que c'est les deux. Et je demande aux collaborateurs, en fait, il faut qu'ils se servent de moi, entre guillemets, comme le meilleur commercial, le meilleur promoteur de Junto. Je suis très expert sur ce qu'on fait également. Je connais très très bien ce qu'on vend, les solutions marketing. Je suis bien calé sur le sujet. Donc, plus que beaucoup de personnes, je pense que je suis très curieux par rapport à ces sujets également. Donc, finalement, je suis aussi. J'ai les deux, quoi. Donc, j'ai les deux, mais plus ça va et plus effectivement je peux me reposer sur l'équipe quand même. Ouais. Et si tu nous parlais un petit peu de ce que c'est justement Junto. Ouais, avec plaisir. Donc Junto, moi j'aime bien dire qu'on est une boîte de conseil en croissance, de consulting en croissance. Ok. Aujourd'hui, je trouve que c'est assez réducteur de parler uniquement d'agence, puisqu'on a 4 services principaux. Donc on a la partie effectivement paid media qui est nous la plus représentée dans notre activité. On accompagne les clients sur tous les leviers digitaux qui existent. On leur propose des plans médias en fonction des objectifs qu'ils veulent atteindre et de là où ils sont actuellement. Donc souvent, ça veut dire plus de chiffre d'affaires pour la société ou davantage de prospects générés. Donc ça, c'est une grosse partie de notre activité, mais qui tend dans le mix à se réduire. On voit augmenter la partie référencement naturel, on voit augmenter la partie créa, donc texte, vidéo et visuel. Et on voit aussi augmenter la partie data et tracking de manière très importante aujourd'hui avec toutes les logiques d'automation, d'IA, pardon, d'IA et de machine learning et d'automation. Donc on a vraiment ces 4 piliers. En fait, on va accompagner des sociétés dans leur développement. Donc souvent, on va travailler avec des directions marketing qu'on va accompagner sur un ou plusieurs services en fonction de leur organisation en interne. Et ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir à la fois la partie très opérationnelle, donc être excellent dans la mise en place, dans le suivi de ces outils, mais également le chapeau stratégique pour les aider à définir leurs objectifs, savoir où ils vont, quelles ressources ils ont besoin, comment prioriser les actions qui ont le plus d'impact. Parce qu'en fait, on est dans un écosystème du digital qui aujourd'hui est ultra segmenté. Il y a besoin d'experts dans pas mal de domaines différents. Et en fait, il faut mettre de la cohérence dans tout ça et réussir en fonction de ton budget, de tes objets, de ta maturité, de ta brand, de tes ressources internes, il faut réussir à expliquer aux clients, il faut faire ça à 3 mois, ça à 6 mois, ça à 12 mois. Ça a beaucoup de valeur pour les boîtes. Et puis derrière, pouvoir l'exécuter. Parce que recruter, former, on va dire, cette équipe croissance en interne, ce n'est quasiment à la portée d'aucune boîte aujourd'hui, quasiment. À part si tu as des budgets de plusieurs dizaines de millions d'euros et encore. Donc c'est ça qu'on fait. Et demain, en fait, vraiment le parti pris de Junto, c'est de s'élargir davantage sur des logiques data qui arrivent dans tous les secteurs, dans tous les secteurs d'une entreprise, et de pouvoir vraiment conseiller. En fait, nous, on a le côté performance, donc on sait ce qui va générer à la fin du chiffre d'affaires, et on aimerait mettre on va dire cette expertise à profit de nos clients sur l'ensemble de leur métier. Donc aujourd'hui, nous, lorsqu'on voit un besoin, par exemple, on voit que sur le site internet, la transformation n'est pas bonne, on aimerait pouvoir leur apporter une solution pour qu'ils améliorent la transformation de leur site internet. Si on voit que dans toutes les sources de trafic qu'il a, l'emailing n'est pas assez représenté, c'est-à-dire qu'il le travaille mal, qu'il ne fait pas 25% de son chiffre d'affaires grâce au CRM, on aimerait bien pouvoir le conseiller en CRM. Si on voit qu'effectivement son site est mal architecturé, on aimerait bien, on l'aide en SEO. Mais en fait, ça nécessite vraiment un système d'information qui nous permet d'identifier là où il y a un besoin et d'apporter la bonne solution là où il y a besoin. Et plus ça se complexifie, plus on va vraiment dans les processus internes de la boîte, donc le CRM, le scoring des leads, pas mal de choses de cet ordre-là, quoi. Ouais, tu arrives un peu comme un docteur à faire un diagnostic de Exactement. ce qui fonctionne ou fonctionne pas. Exactement. Pour pousser la génération. C'est ça. Et aujourd'hui, en fait, on est sur la deuxième génération de Junto, l'évolution de Junto, c'est-à-dire on est ultra expert et représenté sur la partie paid media. Et aujourd'hui, c'est une brique de ce qu'on fait, qu'on continue à développer très fortement. On a tous les partenariats, on appelle Premium Partner chez toutes les régies. On est un des top partenaires en France.
mais on ne veut pas s'arrêter là, clairement. On Ça, pense c'était que- la première brique c'est par là que vous avez commencé. Totalement. Ouais. Et du coup, sur la partie purement, on va dire, gestion de cette partie marketing digital, est-ce qu'il y a des choses à faire qu'on peut faire déjà en interne sans forcément passer par Gento, ou du moins pour préparer le travail avant de s'orienter vers une agence? Est-ce qu'il y a par exemple des choses que tu vois de façon très récurrente et qu'il faut vraiment améliorer quand tu as une boîte, que ce soit un site e-commerce ou ton site ou ta page LinkedIn? Je pense que déjà, il ne faut pas oublier que le marketing, c'est un ensemble. Il y a effectivement une partie digitale, mais il y a une partie également offline, une partie très concrète de terrain. Au début, lorsqu'on lance une activité, on n'a pas forcément l'investissement média et les budgets nécessaires pour aller, est-ce que ça coûte cher en fait d'acquérir des clients via ces leviers digitaux. Il y a une transformation moyenne qui est quand même relativement faible, somme toute, d'un point et demi sur un site en moyenne, donc ce qui est très Ouais, faible. c'était ton post LinkedIn où tu disais est-ce que c'est le Effectivement. volume ou la quantité? En fait, c'est les deux. Exactement, mais ça prend du temps même d'avoir ce trafic-là, ça coûte très cher et ça transforme très peu. Donc pour moi, la première chose à faire, c'est déjà, si possible, d'avoir des partenariats ou de faire des démarches très peu scalables, mais de one-to-one, du commercial terrain classique. C'est comme ça que j'ai démarré typiquement. Pour aller vendre ces produits, en l'occurrence moi un service, mais lorsqu'on vend des produits, pareil, ça peut être distribué, s'associer à d'autres marques qui ont l'audience qu'on a envie de toucher et faire des choses ensemble, faire des gammes ensemble, des collections ensemble, profiter de leur trafic, de leur réseau, de leur point de vente, parce qu'en fait, le digital coûte finalement très cher, et je pense qu'aujourd'hui, nous on se dit que la marge d'entrée sur le digital est encore plus haute qu'auparavant. Après, ce qu'il faut voir aussi en digital, c'est qu'il y a des tendances. Aujourd'hui, la tendance, elle est beaucoup plus, par exemple, à la vidéo. Elle est beaucoup plus sur des formats 9/16e, exactement, qu'avant. Et donc, en fait, je pense qu'il faut suivre un peu ces tendances. Si tu es en amont et que tu es bon sur ces nouvelles méthodes de consommation de contenu, typiquement, Ouais, sur ces trends, voilà, là, tu as une porte d'entrée. Maintenant, si tu fais de l'assurance et que tu veux être bon sur du SEO, accroche-toi avant de pouvoir être premier sur ces requêtes-là où il y a énormément de concurrence, où ça va te coûter finalement très très cher d'y aller. Donc je pense que ça dépend vraiment de l'industrie et de la maturité du canal par industrie. Mais globalement, lorsqu'on veut attaquer une marketing digitale, il faut être le plus innovant possible et prendre la place que des anciens, entre guillemets, vont avoir du mal à prendre parce qu'ils sont trop dépendants d'autres sources qui ont fait leur succès auparavant. Ceci étant dit, le truc où on dépense le moins, on a le plus de résultats, c'est d'utiliser son propre temps pour aller chercher sa propre clientèle en direct. Et ça, il n'y a pas photo, plutôt que de payer un Google, un Meta, un LinkedIn, etc. Le mieux, c'est d'y aller direct, de démarcher, de faire ses premiers meetings comme ça, de sales à l'ancienne. Et franchement, c'est le meilleur ROI sur son temps à très court terme, ça c'est évident. Et est-ce que cette démarche de one-one, enfin très personnelle, tu peux la retrouver dans du marketing digital? Par exemple, avec, j'ai n'importe quoi, moi, des cycles d'emailing très spécifiques, de l'automation sur des profils atypiques. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on peut mettre en place et qui seront un petit peu plus, on va dire, héroïstes par rapport à... Moi, je suis plus un bourrin dans l'approche, mais je dirais que non, parce qu'il y a un vrai sujet quand même de volume. Après, les spécialistes de l'outbound me diront qu'il n'y a pas besoin d'avoir non plus des listes énormes, il faut être le plus précis possible pour avoir des bons taux d'ouverture, des bons taux de réponse, ce qui est vrai, hein, totalement vrai. Mais c'est vrai qu'au début, parfois, tu sais même pas quelle est ta cible en fait. Quand tu lances une boîte et que tu n'as pas un market fit qui est... Moi aujourd'hui, avant, je ne savais pas exactement qui étaient mes clients. Et en fait, après, tu as des clients et après, tu creuses dans la data et tu te rends compte, bon, bah, mes meilleurs clients, c'est X, mes moins bons clients, c'est Y. Mais au début, bon, il faut quand même que tu y ailles et que tu fasses du volume pour apprendre. Donc, moi, je conseille quand même au début de ne pas avoir trop d'a priori. Okay. Effectivement, l'outbound, c'est un levier qui coûte pas cher. Tu peux automatiser avec quelques logiciels une démarche d'outbound très ciblée ou relativement ciblée ou avec du volume et ça coûte peu cher. Donc effectivement, pour moi, c'est un des meilleurs canaux en termes de ROI à court terme, c'est d'aller générer du rendez-vous via une démarche d'outbound où tu peux, par exemple, scraper ou acheter des bases, les targets en email, les relancer et caler des rendez-vous comme ça, ouais, clairement. Il y a quelques années avant de te rencontrer, bon, on parle pas non plus de 5 ans, hein, mais j'avais rencontré une agence et j'avais demandé au CEO de l'agence marketing, c'est quoi la dernière OP que tu as fait qui a le plus cartonné? Et il m'avait scotché. Le mec me dit, en fait, c'est très très simple, on a un client qui est arrivé et lui, il doit s'adresser au CEO des grosses boîtes, des grosses ETI, etc. Et sa cible concrètement, c'est des mecs de 60, 70 ans qui sont à la tête d'une société industrielle, ce genre de truc. Il fait la seule solution qu'on a trouvée et qui vraiment a cartonné, ils ont envoyé un email qu'ils ont envoyé par fax.
Ouais. Et en fait, toutes les assistantes avaient encore les fax que plus personne n'utilise, donc il n'y avait rien qui arrivait dedans. Et tu avais un fax qui était arrivé, et ça avait cartonné, parce qu'en fait, il n'y avait plus du tout de gens qui utilisaient ce canal. Donc ça revient un peu à l'originalité dont tu parlais tout à l'heure. Quoi. Ouais, après je pense qu'il faut vraiment, enfin, moi la manière dont j'ai vraiment démarré, c'est que j'envoie des messages à des CEO en fait, direct en fait. Je pense que j'étais même pas dans une logique d'automation en fait. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui se prennent la tête sur tous ces outils-là, mais en fait, à la fin, c'est invite ou demande à quelqu'un, limite de te former, de te rencontrer, etc. Il y a énormément d'entrepreneurs et de personnes dans le business qui ont envie de partager. Et personne leur demande en fait des conseils. Et ils sont ravis en fait de te recevoir, de donner des conseils, au pire d'être client, mais au mieux de te filer un autre contact et de te diriger en fait. Donc prendre son téléphone, prendre son courage à deux mains. Ouais, mais il y en a plein qui aiment pas faire ça. Exactement, bah, personne n'aime faire ça en fait, c'est ça le problème, et c'est pour ça que ça a de la valeur. Mais non, mais c'est vrai qu'on a perdu le côté. Moi, au début, je me rappelais, j'appelais des gens, j'avais appelé un gars qui a monté un fonds de venture, qui était, voilà, pour moi, c'était. J'avais même. Justement, j'ai pu emailer aussi le CEO de Carlson Wagonline, qui est une énorme boîte de travel, etc. Et en fait, d'avoir ce palpitant, tu sais, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je me fais raccrocher à la gueule parfois et te traite de tous les noms, mais en fait, c'est quand tu as chopé un contact, en fait, c'est un truc de transformation. Donc, quand on a passé 100 comme ça et que tu en as 2-3 qui disent vas-y, je suis chaud, je t'envoie tel contact et tout, en fait, c'est magique, c'est magique. Au début de la boîte, c'est ce que je faisais. Et bon, il y avait 2-3 tips qui étaient arrivés, mais il y en a un qui fonctionnait vraiment parce que quand tu demandais généralement la responsable marketing, communication d'un grand groupe, t'envoyais gentiment chier. Laissez-nous un message, je vais y passer. Ouais. À la fin, les standardistes, je les appelais et vraiment en mode très speed au téléphone, je fais oui, j'étais avec un tel au téléphone, ça a raccroché, vous pouvez me remettre en ligne s'il vous plaît. Elle cherchait pas à comprendre, elle te mettait en ligne direct. T'as la stratégie de l'anglais aussi. Tu l'appelles en anglais, tu dis I'm calling machin et il comprend. Ouais, il y en a qui font ça, c'est pas mal. Mais ouais. Pas mal le coup de I don't understand you, sorry. C'est ça, ouais. Ils pensent que c'est un gros client international et tout, et te passe. Mais ouais. Non, mais faut oser, quoi. Faut y aller, faut prendre les contacts. Et ça, c'est vrai que ça s'est un peu perdu avec cette automation, mais finalement, faut pas hésiter à aller direct à la source. Et les gens sont souvent réceptifs, en fait. Enfin, pas tous, mais c'est un taux de transformation, encore une fois. Mais beaucoup de fondateurs. Tout le monde cherche un petit edge dans son métier. Si demain, t'arrives, tu sais parler d'IA, t'es un ingénieur des prompts maintenant, c'est un nouveau job qui va arriver. Prompt engineer. Et que tu parles avec quelqu'un qui est hyper bien placé dans une boîte, il va t'écouter et il va te dire bah, c'est le futur, venez à notre rencontre, on s'en parle quoi. Ouais, et puis en fait ce qui est incroyable c'est aussi la gentillesse et la disponibilité des gens. Ouais. Et une des fois où je me suis senti le plus con vraiment sur une des actions marketing de First Stage, j'avais récupéré une base de données que j'avais scrappée, je balance l'emailing et je vois un mec qui me répond CEO Vinci Group. Et en fait, dedans, j'avais récupéré. Il m'avait fait un mail tout poli. Merci de votre proposition. Je ne suis pas disponible. Retournez-vous vers cette personne. Je savais plus où me mettre. Et là, tu fais oh putain, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ouais, c'est bien. Mais ouais, non, c'est dingue. Les gens sont super dispo et assez gentils. Surtout les personnes qui sont à des positions très haut placées. Enfin, c'est des personnes qui ont une réputation à tenir. C'est des personnes qui sont passés par des moments aussi difficiles de croissance et qui souvent aussi veulent give back, redonner. Donc c'est effectivement pas rare de voir des conseils et des personnes qui prennent le temps de faire un mail assez long, de dire bah je peux pas vous aider, désolé, mais par contre prenez ça en compte et bam, t'apprends et puis tu lui es reconnaissant derrière. Ouais. Mais ça fonctionne quand tu es sur des services où tes interlocuteurs c'est les head-off, mais demain typiquement sur First Stage par exemple, nous on va avoir pour cible les responsables marketing et communication qui sont déjà sursollicités, surspammés. Je suppose qu'il doit y avoir une plus-value quand même à Gento, parce que là ton discours est un peu antinomique avec ce que tu as comme activité, puisque tu me dis prends le téléphone, c'est pas toi, t'as pas une centrale de calling à l'heure actuelle, mais comment est-ce qu'on peut aller toucher ces personnes-là et qu'est-ce que tu mettrais en place par exemple ? En fait, au niveau marketing, tu veux dire, si tu veux toucher, je te donne les clés de la porte, qu'est-ce que tu fais ? En fait, le truc, c'est qu'une fois que tu as commencé, pour moi, je le vois comme ça, mais une fois que tu as commencé à faire du chiffre d'affaires et avoir un MRR ou une facturation, là, faut tout mettre faut tout mettre en market et en image. Au début, en fait, il n'est pas rare de voir, je pense qu'il y a souvent des sujets de pourcentage de budget alloué au marketing et à la croissance, en tout cas dans les phases de forte croissance des sociétés lorsqu'elles sont petites. On en parlera tout à l'heure, mais
j'étais à 2 doigts d'investir dans une boîte. Et quand tu regardes leur BP, ils mettaient 69%. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Après, très Mais américaine, gros investisseurs derrière, etc. Ouais. Mais en marketing, Mais GTH, mais... Ouais. Mais c'est normal, et c'est pas rare de voir du 30 à 50%, tu vois, par exemple, j'allais dire, tu vois, donc 69, bon, c'est agressif, effectivement, mais ça, tu le vois peu, finalement. Tu vois peu de boîtes qui sont prêtes, aujourd'hui, à mettre cet effort d'investissement dans du marketing. Alors, il y en a, il faut savoir ce qu'est son modèle. Si on a un modèle où on a une très faible marge, un modèle de volume, là, on peut peut-être pas investir autant dans du marketing. On peut investir via des distributeurs, il y a d'autres via des grossistes, enfin ça dépend des modèles bien sûr. Mais sur des modèles D2C, direct to consumer, pardon, là effectivement, dans les phases de croissance initiale, c'est énormément de budget investi sur une partie croissance. Et ça faut pas l'oublier. Souvent ce que je dis, c'est que Google dépense 30% de son CA en traffic acquisition cost pour amener des gens sur son moteur de recherche, Google. Donc en fait, ça coûte énormément d'argent de faire venir des gens. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut un modèle derrière où il faut de la marge, ou alors il faut trouver d'autres modes de distribution, et ça il faut le savoir en amont, parce que sinon le modèle ne fonctionne pas tout simplement. Donc souvent des partnerships comme tu disais tout à l'heure. Exactement. Ok. Et donc si je comprends bien, là tu es en train de me dire, Vincent, comme tu fais du cash, bim, mets-le directement en marketing, et c'est là où tu interviens. Et c'est quoi la méthodologie que tu recommandes, ou du moins que vous mettez en place quand vous arrivez dans une boîte? En fait, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas. Je pense qu'il faut le voir un peu comme une gestion d'actifs, entre guillemets. Donc, il y a plusieurs fournisseurs de trafic en ligne et hors ligne. Donc, ton acquisition de clients, elle doit se faire avec de l'inbound et de l'outbound. Et en fait, tu vas avoir idéalement une répartition quand même équilibrée entre le volume de new pipe ou de new deal revenu MRR que tu signes en outbound, via tes sources outbound et via tes sources inbound. Donc ça déjà, il faut réussir peut-être à le monitorer. Au début, tu vas être un peu plus en outbound parce que c'est gratuit, c'est peut-être plus facile à mettre en place, etc. Tu n'as pas d'investissement média à faire. Et progressivement, tu as envie que ton inbound, donc ta carapace marketing, ton écosystème marketing, te ramène des leads que tu segmentes en fonction de leur capacité à acheter ton service, avec de plus en plus de volume. Et donc, là, après, ça dépend des leviers que tu vas targeter. Typiquement en B2B, ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup, c'est beaucoup de LinkedIn et beaucoup de Google. On voit assez peu de Meta en B2B ou alors un peu en remarketing. Mais vraiment, voilà, aujourd'hui, c'est quand même LinkedIn est un très bon vivier, on va dire, d'audience qualitative pour du B2B. Et Google également, lorsqu'on est sur des business où il y a des recherches assez fortes et identifiées sur ce qui décrit ton activité. Donc, ce qui est le cas pour toi en l'occurrence. Tout à l'heure, quand on échangeait, tu me disais que le coût d'acquisition en inbound, c'était grosso modo 500 à 1000 euros le lead généré. C'est vrai pour tous les secteurs ou... Il y a des grandes masses, après ça évolue en fonction du secteur, mais disons que lorsque tu es effectivement sur des paniers moyens de 20, 30 000 euros, ou entre 10 et 20 000 euros et plus, tu es quand même sur des coûts par lead, qui peuvent souvent être entre 100 et 300 euros. Et derrière, tu vas potentiellement avoir effectivement 10% à 20% de ces leads-là qui vont être des opportunités commerciales. Et là, tu vas en signer entre 20 et 30%. Donc effectivement, ton coût par client final, il peut quand même rapidement être dans les quelques milliers d'euros, clairement. Et ton coût par lead qualifié entre 500 et 1000 euros, clairement. Ouais, donc finalement, parce que comment on en venait à là, c'est parce qu'on parlait des meetings en physique. Ouais. Tu peux te dire, putain, 1000 euros par rendez-vous qui sont pris, c'est énorme, mais finalement, c'est un peu... non, parce qu'en fait, sur 10 rendez-vous, si tu en signes, effectivement, donc ça te coûte 10 000 et tu en signes 3. Donc 3 pour 10 000, ça te fait 3 300 le client. Et si ton panier moyen il est à 15K, tu as fait un ROI de 5. Donc elle est belle. T'en mets tous les jours. Et en fait, c'est cette logique-là où, si tu veux, le sujet, c'est que dans le B2B comme ça, vu que tu payes un client cher, il faut que tu aies la capacité d'investir. Tu t'en veux 10, il faut quand même que tu aies une grosse capacité d'investissement. Donc en fait, ça demande quand même un budget important. Donc c'est là où finalement, il faut déjà que tu puisses construire ta clientèle récurrente et ton chiffre d'affaires. Et après, tu mets tout en sales et en market. Tu fais tabasser. Effectivement, mais il y a ces ordres de grandeur. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les sociétés ont peur d'y aller, parce que le cycle de vente en B2B, c'est 45 jours à 3 mois. Ouais, t'es gentil. Voilà, ouais, tu as 3 mois. Donc en fait, les 10 000 que tu mets là,
tu verras même pas tu vas les signer, mettons, à 3 mois. Le cash, tu l'auras tu vois, en 2 fois 6 mois à après. 6 mois. Donc en fait, tu es là, en fait, t'arrives pas à relier les deux, à te dire, mon investi ici, il me rapporte du CA là-bas dans 6 mois, dans 9 mois, etc. Alors qu'en fait, c'est tout le sujet de l'attribution en B2B, et plus tu as des clients à forte valeur ajoutée, à fort panier moyen, plus c'est difficile de faire ce lien-là. Donc après, tu commences à être dans une logique plus de pourcentage de budget média sur CA, où c'est dans ton BP, tu sais que tu dépenses tant, parce qu'en fait, tu as du mal à faire le Ouais, tu lien prends du limite ROI comme une direct. perte, quoi. Ouais. Tu le prends comme une part de ton CA et pas comme un ROI, parce que alors que tout le monde cherche du ROI, en fait, combien va me coûter mon lead qualifié, mon truc. À un moment donné, quand tu es sur ce type de clientèle-là, ces personnes-là ne vont pas remplir ton formulaire aujourd'hui. Ils vont t'appeler quand ils ont un besoin, et quand ça fait 3 ans qu'ils t'ont vu, ou ils t'ont vu à 2 salons, machin, t'es dans leur CM. Donc c'est hyper dur de faire le lien entre vraiment une campagne, un clic, et ce client-là. Ça marche pour des plus petits paniers moyens. Donc à un moment donné, il faut être dans une logique vraiment de est-ce que là où j'investis c'est pertinent, et quelle est mon enveloppe globale, j'essaie de l'investir au mieux, et je vois à la fin de l'année combien j'ai généré de newbies, et combien j'ai investi, et combien de temps ces clients restent, et quelle est leur valeur sur leur durée de vie. Et là tu te dis, bon, est-ce que je suis rentable, est-ce que je suis pas rentable. J'arbitre, mais c'est de calculer le ROI direct avec une petite campagne, c'est chaud sur des paniers élevés. Ouais, et c'est pour ça que l'image de marque, la présence, le personal branding, tout ça est essentiel pour rester dans l'esprit de... Après, tu as énormément de choses sur tout ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2 mots, tu as quand même des marques B2C qui se B2B, pardon, qui se B2Cisent, si je puis dire, donc qui deviennent beaucoup plus chiadées en termes d'image, en termes d'UX, en termes de com en ligne, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Donc il y a vraiment une éducation et un changement de mentalité qui est en train de se faire sur des boîtes soft ou des boîtes de services B2B qu'il n'y avait pas avant, où tu avais juste un site, des commerciaux et voilà. Aujourd'hui, les commerciaux, enfin, globalement, la tendance n'est quand même plus à prendre son téléphone. Les gens ne font plus de rendez-vous physiques. Ouais. Ils prennent moins leur téléphone. C'est une vraie tendance aussi d'une évolution du marché, en fait. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est l'évolution du marché. Donc il y a quand même une tendance au digital sur le B2B et à l'image de marque qui est beaucoup plus forte. Et après, sur le personal branding, aujourd'hui, les gens achètent davantage, effectivement, auprès de personnes, et ça te coûte moins cher d'avoir de la visite personnelle que d'avoir de la visite pour ta boîte, parce que les gens accrochent moins avec des marques que des personnes. Et donc finalement, et les formats sont tous alignés aussi sur des formats vidéo 9/16e, où les gens ont envie de voir des vrais gens, de voir la vérité de ce qui est derrière une boîte, etc. Donc voilà, c'est aujourd'hui effectivement des modes de communication pour les boîtes qui deviennent ultra importants, stratégiques même, tu vois, pour se développer et exister. Donc ouais. Et avec tes équipes, tu es en capacité d'arriver, admettons, on n'y connaît que dalle, je vais reprendre l'exemple de First Stage. Moi j'y connais rien, on est arrivé ici parce que on travaille bien, et de bouche à oreille, ça c'est fait. Demain, j'ai envie d'aller sur du marketing. Je sais pas quel produit il faut mettre en avant. 2, je suis capable de te donner mon panier moyen, mais je suis incapable, par rapport à ce que tu as dit, de dire combien il faut que j'investisse pour choper un lead. Ça, tu es capable de comprendre tout l'écosystème, l'analyser et dire Vincent, concentre-toi juste sur ce service, ça peut fonctionner, cette page pour du SIA, du SEO, et derrière développer un budget qui va nous permettre de gagner un peu pour pouvoir réinvestir derrière et faire boule de neige. Ouais, tout à fait. En fait, on a vraiment vu qu'on voit ces cas-là toute la journée, on a un playbook fait pour toi. C'est-à-dire qu'on sait exactement au minimum ce qu'on conseille d'investir pour qu'il y ait un impact et pour qu'on puisse optimiser et voir une tendance. Parce que à un moment donné, c'est qu'il faut pouvoir voir une tendance pour derrière itérer et l'optimiser. On sait qu'il te faut probablement 1 à 2 à 3 landing pages. Admettons, nous, tu vois, notre panier moyen, c'est environ 5 000 euros. Tu vas voir, en fait, on n'a rien qui coûte 5 000 euros, mais on va avoir une multitude de vidéos interviews qui sont aux alentours de 1200 balles. Généralement, des vidéos interviews, tu n'en prends pas qu'une seule. Et après, on va avoir tout ce qui est motion design, où là, tu tournes assez rapidement à 6-7 000 quand tu veux un truc un peu chiadé, ou des films de présentation d'entreprise, c'est à peu près. Donc, notre enveloppe, c'est grosso modo, on va dire, 5 000 euros. Et on a 4 services types: photo, interview, captation événementielle et film d'entreprise. À partir de ça, qu'est-ce que tu conseillerais? Où est-ce que tu fais 80% de ton chiffre d'affaires? Ok, la question directe, le corpo, interview et film d'entreprise. Ok, donc déjà on va se concentrer là-dessus. Est-ce que tu as une landing page qui transforme à plus de 2,5-3% là-dessus?
aucune landing page. Ok, bon, déjà on va faire On a une page qui présente les services, mais... déjà on va faire une landing page sur ces services-là. On va faire 2-3 versions de cette landing page. Ensuite, est-ce que toi tu as la capacité de faire des vidéos du coup? Jusque-là, ça devrait... Voilà, donc on peut se faire une petite vidéo sympa aussi pour présenter ces services-là. Okay. On peut peut-être se faire un témoignage client, une vidéo, peut-être plus de présentation produit par exemple, et une vidéo un peu plus inspirationnelle. Et ça, tu es capable de nous accompagner et conseiller sur ce qu'il faut mettre pour que ça transforme en face? Ouais, absolument. On peut te donner les spécifications de ces vidéos-là pour qu'elles aient le maximum d'impact en termes de génération de leads. Après, on va set up une campagne, je pense, on fera un petit LinkedIn lead form par exemple. On A/B testera une campagne LinkedIn lead form et ta landing page. Et après, il faudrait que tu nous en dises un peu plus aussi sur ta clientèle cible. Par exemple, la taille des boîtes que tu cibles. Est-ce que c'est des boîtes de plus de 250 salariés ou pas spécialement? Ouais, dans la majorité des cas. Ok, on peut peut-être se mettre un ciblage à plus de 250. En fait, on va se retrouver avec une double problématique. C'est un peu ce que je te disais. Toutes les PME et ETI, ou même les TPE, vont être souvent sur des commandes one-shot, avec un panier moyen un peu plus élevé, parce qu'ils ont économisé pendant 2-3 ans pour faire la vidéo entreprise. Par contre, le problème, c'est que c'est un client qui est mort pour les 3 ou 4 années à suivre, parce qu'il ne va pas refaire une vidéo. Mais par contre, c'est des gens qui, négocient pas trop, 2, transforment très très vite. Parce que généralement, ils arrivent, le lead, c'est même plus qu'il est chaud, c'est que ça doit être lancé. Il arrive comment le lead pour eux? Alors, ces personnes-là, aujourd'hui pour nous, c'est dans la majorité des cas de la recommandation, du bouche-à-oreille. Après, tu peux avoir, effectivement, tu vois, j'envoie 2-3 trucs en marketing automation ou des emailing ou le salon où on s'est vu la semaine dernière. Mais ça, donc, c'est des leads qui sont assez faciles pour transformer, tu vois, peut-être pour rembourser une campagne immédiatement. Mais ceux qui pérennisent, nous permettent de grossir, etc., c'est les gros clients, c'est les grands comptes. Et ceux-là, déjà pour rentrer, il faut que tu rentres avec un tout petit service, parce qu'ils ne vont pas te faire rentrer avec un budget à 5000 balles direct. Et en plus, c'est une grosse phase de séduction. Après, tu dois passer toutes les étapes pour avoir un numéro de fournisseur. Et derrière, tu as la commande et le temps de commande. Donc c'est des cycles qui sont minimum de 6 mois généralement pour entrer dans ces boîtes. Donc, après, c'est toi la personne qui conseille dessus, mais peut-être, je pense, qu'il faut mélanger un peu les deux pour avoir un peu de sucre qui rentre tout de suite. Pour moi, je me conseille. En fait, sur des paniers, par exemple, à 5K sur tes petits clients, je te conseillerais pas forcément d'avoir une démarche aujourd'hui sur du marketing digital, par exemple, parce que ça va te coûter cher d'acquérir ce client. Ça va quasiment rien te rapporter. Et en plus, c'est des clients qui vont consommer et partir, comme tu me le dis. Donc, pour moi, il faudrait vraiment se concentrer sur cette catégorie client de plus grosses boîtes, sur le digital. L'autre, tu peux le laisser tourner en automatique avec de l'outbound, de l'automation, du réseau, et essayer de voir comment tu peux leverager justement ton réseau. Et ça, tu peux nous accompagner là-dessus? Oui. C'est pas votre cœur de métier? C'est pas tout à fait notre cœur de métier. Ça, c'est vrai que c'est plutôt voir, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas une automation à mettre en place pour essayer d'avoir des recos de la part de tes clients, par exemple. Ça peut t'aider à en générer davantage. Et sur toute cette autre catégorie, là, on peut tester effectivement différentes approches. Des approches pure digitales, de génération de leads, des approches aussi physiques, mais grâce au digital, en fait, d'inviter également ces personnes-là à ta rencontre, en fait, à un event ou quelque chose comme ça. Donc là, on peut tester différentes approches sur ces clientèles-là, et vu qu'elles auront un panier moyen plus important sur leur durée de vie, effectivement, ça va te prendre plus de temps à les closer, mais par contre, ça va être tes clients les plus rentables par rapport à ces opérations-là. Donc moi vraiment j'aurais une stratégie un peu segmentée et assez claire entre les deux, parce que sinon tu vas un petit peu tourner en rond sur le fait d'acquérir des petits clients grâce à ces leviers qui vont te coûter cher au final, quoi. Donc il faudrait que tu trouves des leviers moins chers pour acquérir ces clients, ces petits clients, quoi. Et après, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont dans cette figure, mais tu prends les grands comptes, aujourd'hui on en a plusieurs. On va travailler pour une branche, alors qu'il y en a peut-être 60 qui pourraient commander notre service. Ça, tu as des solutions pour aller reprospecter. Coucou, on a déjà bossé pour vous dans telle branche. Est-ce que vous avez des besoins dessus? En fait, sur ton métier, il y a quand même une grosse à mon sens, il y a quand même une grosse agressivité commerciale à avoir, parce qu'en fait, tu vas avoir des commerciaux qui vont à la fois devoir faire du new biz et à la fois soutenir le biz existant et croître au sein de tes comptes. Donc, il va falloir que tu trouves des personnes dans ton équipe commerciale, si tu en as une ou voilà, il faut que tu aies une équipe commerciale, il faut que tu recrutes quelqu'un qui a déjà eu cette casquette là
dans des plus grosses structures que la tienne et qui va pouvoir jouer ce rôle-là, ce qui te permettra effectivement d'aller grandir au sein des comptes et les démarcher également activement. Donc là, ça va vraiment être un travail de commerce. Là, pour toi, c'est du one-one, Ouais. c'est pas du marketing. Non. Là, tu vas avoir du marketing pour accrocher ce compte-là. Une fois que tu es dedans, il faut que tu aies un travail de terrain, de commercial, clairement. Donc du coup, je suppose qu'il doit y avoir une grosse raison pour laquelle Gento est aussi présent sur le marché aujourd'hui. C'est peut-être que vous surfez à chaque fois sur les vagues et vous vous mettez à jour à chaque fois. Est-ce que tu pourrais nous dire, en 2023, c'est quoi les tendances et sur quoi il faut se diriger? Effectivement, on essaye d'être hyper innovant dans notre métier. C'est fatigant parfois parce que ça bouge tellement vite. En fait, on a vraiment des tendances tous les 6 mois qui évoluent. Aujourd'hui, ce qu'on voit très massivement, c'est le triptyque data, média, créa. Et donc aujourd'hui, on investit énormément sur les 3 facteurs combinés avec une offre globale, nous qu'on appelle One Junto. En fait, on voit très clairement, je pense que tout le monde l'a vu aujourd'hui avec l'IA, ça devient extrêmement puissant. Mais par contre, il faut apporter les bonnes données aux machines, à l'IA en fait, au moteur IA. Donc, ce qui signifie aujourd'hui qu'il faut vraiment avoir un socle de data qui soit extrêmement bien structuré et mis en place. Donc, on va beaucoup travailler sur les aspects de tracking notamment pour aller donner ces informations, typiquement qui est un nouveau client, qui est un ancien client, à quelle valeur sur sa durée de vie, quelle est la marge générée par un client. Donc il y a ça. Après, il y a la partie site internet. Aujourd'hui, moi, je vois vraiment stratégiquement de plus en plus d'intérêt pour notamment le SEO, mais pas pour générer du trafic, mais juste pour avoir, en fait, vu que tout est automatisé en termes de campagne aujourd'hui, les utilisateurs qui arrivent sur un site ont vraiment besoin de comprendre de quoi il s'agit, comment ils vont trouver ce qu'ils cherchent. Donc il faut que le site soit ultra bien structuré en termes de title, en termes de navigation, en termes d'architecture, d'arborescence globale. Compréhension. Parce qu'en fait, derrière, c'est des campagnes automatisées qui vont venir, tu vois, des campagnes qu'on appelle PMax par exemple sur Google, qui est en fait du shopping, de la DSA. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est à la fois c'est une campagne hyper automatisée et en fait qui va analyser les pages du site, qui va se dire bon, là il y a un mot-clé intéressant, je vais pouvoir faire une annonce qui redirige vers cette page avec tel titre de mot-clé. Et donc ça, il faut qu'ils comprennent la page de quoi elle parle et il faut que la page derrière elle transforme. Donc tout ça en fait fait vraiment monter je trouve, au niveau stratégique de la boîte, cette logique de performance du site, qu'elle soit technique, sémantique, architecturale. Donc on voit beaucoup de ça aujourd'hui, on voit beaucoup de flux, gestion du flux. Quand on a des e-commerçants qui ont des produits, ils ont besoin d'avoir énormément de données dans leur flux pour automatiser justement, pour aider à l'automatisation sur ces campagnes automatisées, sur les produits shopping. On voit effectivement un gros besoin sur toute la partie graphique et visuelle, photos, texte, parce qu'en fait ces campagnes sont énormément gourmandes en assets visuels et créatifs. Donc de l'UGC, la vidéo corporate en passant par du statique par exemple. Et on voit effectivement au niveau du média, on voit une diversification. Donc les sociétés ne peuvent plus être dépendantes de juste Meta ou de juste Google. Et ces sociétés-là sont également challengées par des modèles organiques, par des LinkedIn, par des Pinterest, par des Snap, par d'autres régies, par d'autres logiques d'emailing, par de l'IA. Donc en fait, les cartes sont un peu rebattues. Je pense que les moteurs de recherche également ont des questions à se poser dans les prochaines années. On va voir comment l'utilisation de ces moteurs évolue avec par exemple du chat GPT. Lorsqu'il sera connecté à tout l'écosystème, ça peut faire mal en fait aux parts de marché de ces boîtes-là. Donc en fait, vraiment, aujourd'hui, c'est réussir à rebattre les cartes sur sa stratégie média globale, à savoir peut-être que je vais répartir davantage mon budget, je vais être beaucoup plus data-driven, je vais mettre en place tout ce socle de données, donc DMP, CRM, score MLead, segmenté, et je vais être beaucoup plus dans une logique omnicanal, online, offline. Donc, on revient sur des gros basiques de 2010 en fait. C'est purement ton site comme un socle et aller sur tous les canaux plutôt que de te spécifier sur un seul. Ouais, mais j'étais pas encore assez présent, je pense, en 2010, mais en tout cas, tu as eu vraiment le duopole Meta-Google et qui est en train, on le voit, on le ressent un petit peu, qui arrive un peu à bout de cycle, en fait, je dirais. Donc je pense que ça pose beaucoup de questions sur le rôle de la partie organique. On voit qu'il remonte, le rôle de la vidéo, le rôle effectivement des marques médias. Donc il y a vraiment une évolution assez forte sur tous ces aspects-là, sur l'IA, sur comment on utilise l'IA dans la manière de communiquer, sur le Web3, donc c'est assez passionnant parce qu'il y a toutes ces évolutions-là.
Mais vraiment, aujourd'hui, il y a un besoin croissant de conseils. Je pense qu'il y a un peu moins de besoin sur une partie pure, je te mets en place une campagne et j'agère. Mais par contre, savoir où je vais, à quelle échéance, avec quelles compétences, ça c'est extrêmement difficile pour les marques à savoir où investir et où il y aura le plus d'impact. Et donc c'est là où vraiment on les aide stratégiquement à réfléchir à ces sujets-là et derrière à exécuter. Mais ouais, c'est vraiment ça les grandes tendances de 2023. Ceci étant dit, il y a des énormes opportunités en fait de croissance, à la fois pour le e-commerce qui continue à croître en valeur et en volume, et à la fois pour le B2B, où il y a énormément de perfs à aller chercher. Donc je pense qu'on a tous eu un peu la vague du Covid qui a accéléré les usages digitaux, mais on a eu un peu comment dire, La retombée. ouais, la retombée, j'allais dire la gueule du bois, la gueule de bois de cette tendance-là, mais là ça se restabilise et ça va continuer à augmenter. C'est juste que ça va augmenter moins vite que ça l'a fait pendant le Toi Covid. qui es en finance, ça fait penser au cycle du cochon, quoi. Les hauts, les bas, les hauts, les bas. C'est ça. Mais là, ça a été un peu, je pense, la variation a été Brutal. très brutale à cause de ces chocs macro. Mais aujourd'hui, ça revient, ça se restabilise et ça va continuer à se développer. Il n'y a pas de raison, mais à des taux moins Parce élevés. qu'en plus, pendant le Covid, le e-commerce a explosé. Il y avait des ventes aux enchères, Ouais. des mots-clés. Enfin, c'était délirant et on voit que là, c'est en train d'un peu se stabiliser sur tous les secteurs. Nous, le client, en fait, quand tu comparais à N-1, les clients disaient, mais en fait, j'ai fait moins 10%, moins 20%, mais en fait, ils comparaient une année où ils ont fait, on me donnait plus 40%. Et donc, tout le monde a été un petit peu mal habitué et a mis des targets de dingue. Et finalement, bah, on voit aussi ce que ça a donné, l'inflation, etc. Donc, il y a une revenu, on revient pour moi un peu sur des niveaux de 2019, Qui sont 2020. plus cohérents avec la réalité. Exactement. Et donc, je pense que ça assainit les choses. Mais le digital a effectivement des très beaux jours, je pense, encore devant lui ou elle. Bon, du coup, faut toquer à ta porte. Oui, de manière de plus en plus. Non, mais voilà, effectivement, aujourd'hui, d'ailleurs, je vois moi une tendance en fait, il y a différentes tendances d'externalisation, de réinternalisation. C'est assez marrant parce que moi, je me suis beaucoup forcément posé la question comment on apporte beaucoup de valeur à nos clients. Est-ce que finalement, on se fait pas internaliser à chaque fois qu'on fait du bon travail et ça repart en interne chez les boîtes. Et en fait, ça va tellement vite qu'aujourd'hui, franchement, faire ce qu'on fait en interne, moi je dis allez-y. Allez-y. Dans 6 mois Si vous y arrivez, franchement, chapeau, allez-y. Mais c'est hyper compliqué d'aligner toutes les bonnes ressources au bon moment, avec la bonne expertise, la formation et tout. Nous, on est en mode formation constante. Ça bouge tellement vite que et le marché des talents bouge tellement vite qu'en fait, c'est extrêmement difficile de reproduire cette structure en interne. Et comme je disais tout à l'heure, il faut des budgets colossaux pour même que ce soit rentable en fait, de payer toutes ces ressources en interne. Donc aujourd'hui, il y a quand même une logique de se dire en interne, j'ai quelques personnes qui comprennent l'écosystème global, un head of acquisition, un CMO, un head of growth. Ouais, pour driver l'échange. Exactement. Mais après, ça bosse avec des experts à chaque fois et ça évolue très vite. Ouais. Du coup, on voit que tu es très présent avec une grande vision sur la partie digitale. Et je crois que tu l'es aussi, surtout dans l'univers entrepreneurial, avec des investissements. Est-ce que quand on entreprend, la continuité de l'entrepreneur ou le parallèle de l'entrepreneur, c'est d'investir dans notre boîte ? Écoute, c'est une bonne question. À la base, j'avais un objectif très simple. C'était effectivement arriver à faire quelque chose de Junto, avoir une base client, à me développer professionnellement et personnellement. Je pense qu'au bout d'un moment, tu fais un peu le tour sur toi-même. Tu te dis, bon, bah, ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Tu te rends compte que finalement, le fait par exemple d'avoir du chiffre d'affaires et de vendre, il faut que tu réinvestisses en fait. Donc tu réinvestis dans ce qui te parle. Et donc c'est ce qui s'est passé pour moi. Aujourd'hui, j'aime bien aller à la rencontre d'entrepreneurs, les aider. Je me fais leur porte-parole, toutes les personnes qui ont envie d'avoir des recommandations, des conseils. En fait, ce qui est dur à savoir, je trouve, moi personnellement, ce que je cherche également à mon niveau, c'est à chaque fois de savoir où il faut aller, où se situe un peu la limite, si on a une, et comment aller la chercher, comment construire davantage de valo, comment se développer sur d'autres pays, à quel niveau tu es un peu bloqué, comment il faut structurer ta boîte pour dépasser les questions que toi-même tu te poses. Moi je me les pose. C'est l'origine de Réseau Pointé. Exactement. Mais ouais. C'est vraiment dur en fait, je trouve, quand tu es entrepreneur. Déjà, on est tous super exigeants de nous-mêmes.
Donc redescendre sur terre en me disant ok, là je suis pas satisfait, je veux plus, mais est-ce que ce que j'ai construit déjà chez Kali, ça déjà juste avoir ce feedback, il est super précieux. Et après aussi, quand pendant des mois tu as la tête dans le guidon sur un objectif parce que tu focus, avoir quelqu'un qui dit putain mais mec t'as pris le mauvais chemin, c'est super important. Et du coup t'as super bien esquivé la question de l'investissement. Non, tu dis j'investis dans d'autres boîtes. Non, mais c'était pour expliquer le contexte en fait du pourquoi en fait, d'aller conseiller et d'aller apporter ton point de vue, à récupérer le point de vue d'autres. C'est ça. C'est qu'en fait tout le monde cherche un peu ça à son niveau. Et finalement, de faire de l'investissement te permet effectivement d'apporter ta pierre à l'édifice sur des personnes qui ont besoin de ces expertises-là, surtout quand tu fais de l'angel investment, quand tu es BA. Parce qu'en fait, hier, par exemple, j'avais un call avec une de mes participations, entre guillemets, si je puis dire, qui me posait quelques questions sur son modèle d'affaires, son churn, sa croissance, etc. On a discuté 20 minutes. Je pense que je l'ai éclairé sur pas mal de sujets. Il est en train de changer la roadmap de son produit, je pense, au moment où on nous parle. Et c'est hyper valorisant. Et même moi, ça m'a fait réfléchir et penser à des choses sur mon business. Donc en fait, c'est vraiment je pense que dans l'écosystème, on est très... franchement, c'est hyper bienveillant. Tout le monde se partage ses chiffres, tout le monde se partage ses galères, ses impôts, ses trucs, ses stratégies. Donc c'est aussi pour ça, je pense, que tu investis, au-delà de l'aspect purement financier, où effectivement, tu cherches un retour sur investissement, mais assez hypothétique quand tu fais de l'angel, c'est à 7 ans, 10 ans. Moi, j'ai pas encore eu de sortie. Donc voilà. Est-ce que, pour ceux qui sont un peu plus novices sur le sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différentes étapes, les angels jusqu'à ton exit? On peut s'en parler très succinctement, mais que les gens comprennent ce que c'est un angel. Et après, on va déboucher aussi sur quel type d'investissement. Les investissements qui sont purement pour entrer et un peu participer à la vie de la boîte, ou ceux qui sont vraiment structurels et qui permettent au développement. Est-ce que tu peux nous dire un peu de ton topo et ta vision, parce que tu as eu plusieurs expériences là-dedans déjà. En fait, plus j'évolue dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement, plus je suis pragmatique et professionnel par rapport à mon approche. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu investis dans une société, tu cherches souvent effectivement à l'accompagner sur un moment de vie, un moment de démarrage lorsque tu es angel. Souvent, tu rentres sur un seed, une série A, donc c'est vraiment les premiers tours de financement, même un pré-seed. Et en fait, à ces moments-là, tu peux ressortir la série d'après, parce que tu en fait, as permis à la société de se relancer, ou en tout cas à se développer d'un petit MRR à 100 000 euros de MRR, par exemple, de 10 000 à 100 000 euros de MRR, et tu réalises ta plus-value, et voilà, et tu sors et tu as fait ton travail. Ou alors tu remets au pot. Donc il faut vraiment être dans cette logique, et je pense que même pour sa boîte, c'est quand même bien de se fixer des milestones et des targets, dire en fait, j'ai réussi, j'ai pas réussi, c'est pragmatique. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Est-ce que je vends? Est-ce que je garde? Est-ce que je remets au pot ensuite? Donc c'est vraiment ça la logique de l'investissement. C'est les investisseurs professionnels viennent pour un but, pour une durée, 4 ans, font leur TRI, donc taux de rendement interne, et sortent. Donc concrètement, c'est ça. Et après, il y a plein de types d'investissements et d'investisseurs différents. Donc sur les business angels, souvent, effectivement, tu arrives dans les premiers tours de financement. Moi, souvent, j'investis dans des sociétés qui ont déjà un modèle d'affaires, donc ils ont déjà un product market fit, mais ils font entre 10 et 20, 30 000 euros de MRR par exemple. Et leur prochaine target, généralement, c'est de faire 100 000, donc en 18 mois, 12, 18 mois, 24 mois. Souvent, la manière dont j'investis, c'est plutôt aux côtés de fonds qui vont leader le tour. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un gros investisseur qui a un fonds d'investissement et donc qui va en fait dire moi je souscris à 50% en fait de la levée de fonds. Et moi j'ai un mini partie de ça, donc 1%. C'est indiscret de te demander combien tu mises, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup sur LinkedIn, je suis investisseur de trucs de machin, des gens, limite tu te demandes s'ils n'ont pas mis 500 balles dans la boîte pour pouvoir mettre la ligne sur leur CV LinkedIn. Ouais, concrètement, souvent les minimums sont à peu près à 5 000 euros pour te donner un ordre de grandeur. Et ça permet d'être c'est intéressant dans la position que tu vas avoir d'échange avec la personne et structurelle ou... En fait, aujourd'hui, la stratégie des boîtes qui lèvent des fonds, c'est effectivement d'avoir énormément de BA différents. Donc un spécialisé en marketing, un spécialisé en finance, un spécialisé dans XY, qui ont un réseau également eux-mêmes. Et donc derrière, de pouvoir avoir finalement énormément de conseils à appeler, énormément de réseaux avec leur BA. Donc c'est souvent ça la stratégie, c'est de cibler par expertise, peut-être une personne, et d'avoir un board, ou en tout cas pas un board, mais un socle de BA, quoi. Donc c'est ça la stratégie généralement. Et en fait, pour un BA,
l'idée c'est de se dire, si tu as quelque chose qui fonctionne bien, très bien on va dire, c'est pas facile de faire ça, mais tu fais un x10 sur ton invest. Donc c'est l'investissement c'est du private equity en fait, c'est pas coté, c'est du non coté, c'est très risqué, ça prend au moins 4 ans, 5 ans, 7 ans, mais par contre tu peux faire, quand ça fonctionne, tu peux faire des x10, mais la majorité des cas, tu es plutôt à x3, x5, voire 0 dans pas mal de cas également. Donc moi je suis pas encore assez professionnalisé dans l'approche, mais c'est quand même un jeu de volume où à un moment donné, par exemple, si tu dis, bon, moi je fais l'écosystème fintech, tu fais toutes les fintech qui sortent en tant que BA, il y en a bien une qui va marcher, quoi. Le marché va se consolider. C'est clair que si tu prends 5 concurrents sur un sujet, tu vois vraiment. C'est un peu l'approche. Il y en a 4 qui vont crever, il y en a un qui va tout bouffer. C'est un peu l'approche. Mais en fait, moi je travaille effectivement, j'ai plutôt des contacts dans certains fonds qui me proposent parfois de souscrire. Et c'est eux qui. En fait, moi je travaille que comme ça parce j'ai beaucoup de demandes en direct, on va dire, d'investissement. Mais j'ai pas les compétences ou le temps pour aller faire mon analyse de leur modèle d'affaires, du marché dans lequel ils sont, de l'attraction qu'ils ont, etc. Donc souvent, c'est pour ça que je rentre auprès d'un lead, parce qu'il a déjà fait ce travail-là. C'est des investisseurs professionnels qui ont des gens qui travaillent sur les dossiers au quotidien, et donc en fait, ils ont déjà fait énormément de tri dans tous les dossiers qu'ils ont. Ouais, tout à fait. Et puis quelque part, tu couvres tes œufs, puisque tu es capable, avec ton expérience, d'accompagner la croissance de l'entreprise. Alors si tu peux le faire, effectivement, c'est le mieux. Après, dans la plupart des cas, aujourd'hui, pour l'instant, je dois te dire que c'est... Aujourd'hui, moi, c'est de l'argent que j'ai pas retrouvé du tout. Donc, pour l'instant, c'est... Tu le mets en perso, via Gento, En fait, tu as deux manières de le faire. Tu peux le faire soit via toi-même en PEA, d'ailleurs. Je conseille, c'est un montage assez intéressant à faire pour tout le monde, c'est de mettre du non-coté dans du PEA. Tu peux mettre jusqu'à 150 000 et en fait, c'est défiscalisé. Donc, c'est assez intéressant de le faire comme ça. Puis après, tu peux aussi le faire en entreprise. Si tu es une entreprise qui a pour objet l'investissement, tu peux aussi le faire en entreprise. Donc, c'est deux types d'investissements différents. Mais avec des caractéristiques différentes, mais souvent c'est comme ça que c'est fait. Mais après, quand tu démarres, sincèrement, aujourd'hui, le plus rentable, c'est quand même d'investir dans ton activité. Vraiment. L'investissement BA, l'investissement IMO, ce que tu veux, c'est des ressources financières qui sont importantes, des rentas qui sont assez faibles au final, ou en tout cas qui vont prendre beaucoup de temps à se matérialiser. Moi, pour l'instant, à part investir dans moi-même, dans ma boîte, je vois assez peu de choses très intéressantes, quoi. Donc, ou alors c'est du long terme, du très long terme, du patrimonial, mais faut quand même le prendre en compte, quoi. Du moins, l'échange, lui, tu le trouves constructif et c'est pour ça aussi que tu t'investis dans les boîtes. Ouais, totalement. Totalement. Après, tu as vraiment une logique un peu humaine et de croissance et j'ai pas encore le cycle complet, hein. Peut-être que si je fais 2-3 sorties, j'aurai un autre. En fait, voilà. Comment dire discours. Mais non, mais le truc, c'est qu'en fait, là, plus tu rentres, idéalement, tu rentres sur des. Idéalement, tu as des objectifs de renta peut-être un peu moins élevés, mais tu rentres sur des boîtes beaucoup plus stables et tu sais que tu perdras pas, quoi. Des boîtes qui font des énormes chiffres de croissance en SaaS. Bon, ça dépend combien tu la payes à la base, hein. C'était un peu abusé le marché l'année dernière, par exemple, mais si tu rentres bien, qu'il y a 70% de croissance, que c'est un marché ultra porteur, je sais pas, sur l'IA, etc. Là, en fait, tu vas peut-être faire un x2, x3 parce que tu as payé hyper cher. Mais par contre, tu as très peu de chances de fail, en fait. Donc, plus tu as, on va dire, de capacité financière, plus tu arrives sur du late stage, et plus tu as une boîte qui est déjà structurée, qui délivre, qui est structurée. Tu vois, parce que c'est très risqué de rentrer sur des mini-équipes. Il n'y a pas de brand, il n'y a pas de CEO pro, il n'y a pas de... Tu vois, il y a très peu de clients. Donc, plus tu peux avoir quelque chose... Moi, je vois déjà la solidité relative qu'on a aujourd'hui, que j'estime pas encore suffisante. Je me dis même n'importe quelle boîte, même à 15-20 personnes, c'est un château de sable, de cartes. Donc c'est ça, sur ces boîtes-là, c'est plus risqué. Donc faut que tu prennes plus de participation. Et le sujet, c'est qu'aujourd'hui, avant c'était très très cher quand même de prendre une participation significative. Donc là tu te dis, autant que je monte mon propre projet ou que ou que j'investisse dans ma boîte, parce que écoute, je te souhaite d'être le prochain Ledger, hein. Très belle boîte, ouais, c'est clair. Écoute, merci Étienne. Merci Vincent, merci beaucoup.